J'aimerais qu'on passe au chapitre de la pénurie. Certains métiers sont très marqués par la pénurie, ce qui permet aux apprentis d'avoir un certain levier pour choisir l'entreprise qu'ils ont envie. Mais pour certains métiers, c'est difficile. Et je me demandais, parce qu'on a beaucoup parlé des entreprises, des apprentis qui devaient mettre en place des tonnes de choses, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avant, soit dans les conseils d'orientation, soit même à l'école, soit dans le langage des parents qui ont tendance à dire que l'Uni c'est vraiment génial, ou qui avaient tendance, peut-être que ça a changé, mais comment le monde de l'entreprise, et peut-être je m'adresse à vous Lionel Arletta, puisque vous chapeautez plusieurs formations, qu'est-ce que l'entrepreneuriat peut faire pour vendre l'apprentissage comme un truc vraiment très idéal, parce que on le vend à l'étranger, Monsieur Parmelin va à New York dire que la formation duale est vraiment géniale, mais à l'interne, on a l'impression qu'elle n'est pas très validée, valorisée. Que faut-il faire ? Alors, si on avait la baguette magique, ça serait génial. Mais effectivement, l'idée là derrière, c'est que, en tout cas, sur le canton de Vaud, je vais dire, on sort de quelques années où on a mis en avant beaucoup le gymnase, beaucoup les études supérieures. Et c'est en train de changer. C'est en train de changer. Pourquoi ? Parce que le discours évolue et le discours veut démontrer l'importance d'une formation professionnelle initiale dans le paysage suisse et vaudois. Et là, eh bien, effectivement, on commence à voir les prémices avec l'arrivée dans les écoles de référents AMP, référents pour l'approche du monde professionnel, qui sont dans ces écoles-là pour démontrer, pour faire des activités, pour faire connaître le monde de l'apprentissage. Donc, effectivement, du côté de l'État, on voit qu'il y a une envie d'aller de l'avant et de changer un peu cette façon de faire. Après, les entreprises, au travers des associations professionnelles, sont très présentes aussi par rapport à des manifestations type salon des métiers, type nuit de l'apprentissage, où les jeunes peuvent venir entrer en contact avec les formations et des futurs formateurs. Le salon MINT qui vient d'avoir lieu sur Lausanne, c'est un salon qui était dédié aux 8-12 ans pour avoir une première approche de métiers techniques. C'est aussi là que les jeunes peuvent aller prendre connaissance de ce qui est fait. Et puis, si je parle simplement pour les métiers du bâtiment et de la construction, eh bien, nous avons des activités, par exemple des visites de l'école. Nous avons des activités qui s'appellent les petits bâtisseurs. Ce sont des jeunes qui peuvent venir 5 mercredis chez nous, traverser différents métiers de l'école et repartir après ces 5 mercredis avec des constructions qu'ils ont fait dans les ateliers pour découvrir les métiers. La maison de leurs parents. J'ai aussi une équipe qui passe dans toutes les écoles qui sont intéressées à avoir des présentations sur les métiers. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Maintenant, pour les métiers du bâtiment et de la construction, je pense qu'il y a aussi le fait que l'on doit aussi rassurer les parents par rapport à ces métiers qui gardent quand même une image un peu de métier difficile, de métier ardu, effectivement. Alors oui, je ne vais pas le cacher, quand il fait beau, il fait beau. Quand il fait très chaud, il fait très chaud. Quand il pleut. Quand il fait froid. Mais d'un autre côté... Il y a des poids, il y a voilà, mais sur les 15 dernières années, quand même, la pénibilité a été réduite par des moyens techniques. Et effectivement, je pense que mon collègue de droite, si je lui dis « Est-ce que tu portes la même chose tout ce qu'il y a 30 ans ou bien maintenant ?» Il y a peut-être des façons de faire qui sont différentes. Donc, on essaye d'aller de l'avant pour motiver ces jeunes à entrer dans les formations. Par exemple, je prends un exemple très concret. On a la génération Z, c'est la nouvelle formation pour les maçons. Et puis là, eh bien, on s'est dit, on voudrait que le pas vers l'apprentissage soit moins élevé que c'était avant. Et puis, on va essayer de trouver un moyen de faire que les jeunes ne se disent pas « mince, j'aurais dû aller au gymnase plutôt qu'en apprentissage ». Et puis là, on a trouvé un système où les jeunes auront des vacances dégressives en commençant par 10 semaines de vacances, 8 semaines et 6 semaines. Et puis, tout au long de leur apprentissage, ils vont être pour la partie théorique accompagnés par de l'IA générative qui leur permettra en temps réel de se former par des questions qui arrivent sur leur smartphone, etc. Donc, il y a tout ce développement qui est en route en cherchant à faire connaître ces métiers qui ont quand même encore cette vision un peu surannée qui veut dire que c'est très pénible.
vous voyez tous les jours le panneau attention travaux, eh bien c'est encore quelqu'un qui a une pelle dans les mains devant un gros tas de cailloux. Et puis en fait le monde a changé. Et puis on peut rassurer les parents, les métiers de la construction ont aussi évolué au niveau de la sécurité, de la pénibilité, et on est prêt à les accompagner dans ces métiers-là. Mais peut-être qu'il y a aussi une valorisation à faire, c'est-à-dire que ces gens construisent nos maisons, construisent nos routes, construisent notre vie. Est-ce que là, il y a aussi un message qu'on pourrait lancer pour vous, peut-être Monsieur Béglin aussi, je construis le beau, quoi. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, Monsieur Arletta, puis après Monsieur Béglin? Alors, dans les métiers de la construction, effectivement, on a ce patrimoine bâti qui doit être mis à jour par rapport à toutes ces lois et ces ordonnances qui arrivent. Et à un moment donné, on parle de 80 à 90% du patrimoine bâti suisse qui doit être refait. Et là, on aura besoin de monde dans les métiers de la construction. Donc, quelqu'un qui serait passionné par la transition écologique, qui aurait l'envie d'être là pour construire le canton de Vaud ou la Suisse de demain, eh bien, un métier dans le bâtiment ou la construction, c'est tout à fait pour lui. Ça fait sens. Et pour le futur, on a vraiment besoin de ces gens, quoi. Avec une approche, en effet, plus large que juste la truelle et Effectivement. Le ciment, le plâtre. Pas très doué. Voilà, je rejoins Lionel dans ce qu'il dit, parce que notre métier de paysagiste, c'est la petite touche finale autour de la maison. C'est le coin, c'est la pièce extérieure où les gens vont aller pendant les beaux jours. Donc le fait de pouvoir s'impliquer là-dedans, de pouvoir réaliser quelque chose qui plaît aux clients, parce qu'au final c'est ça le but avant tout, c'est que ça plaise aux clients, c'est qu'on fasse quelque chose dans lequel ils se sentent bien. D'avoir réussi, c'est une belle satisfaction. Et d'avoir participé à une réalisation, un chantier ou même à un entretien de jardin, de pouvoir se retourner et puis dire fait du bon boulot, c'est plaisant, c'est une satisfaction. Et peut-être dans la valorisation, c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait mettre en avant. Puisqu'on parle de valorisation de l'apprentissage, Cynthia, j'ai envie de vous demander, vous, quand vous dites autour de vous, ou quand vous avez dit à vos parents, ou que sais-je, je vais faire un apprentissage, est-ce qu'ils ont dit, oh là là, un apprentissage, tu ferais mieux de faire des études, ou bien ils étaient contents? Comment ça s'est passé pour vous? Alors moi, j'ai eu de la chance que mes parents m'ont toujours suivi. Donc ils ont toujours été derrière moi, ils ont toujours pris le temps aussi avec moi que je puisse trouver ma voie et vraiment savoir ce que je voulais faire. Donc c'est une chance que j'ai et du coup j'ai pas eu de difficultés. Ni avec vos potes qui continuaient par exemple le gymnase ou... Non, pas spécialement. Ouais. Non mais ça c'est important parce qu'on a souvent l'impression que c'est dévalorisé. Tu fais quoi? Je fais un apprentissage de plombier. Alors qu'on peut dire qu'on a probablement plus de boulot aussi si on est plombier que si on a une licence en lettres. C'est complètement gratuit ce que je dis parce que j'ai pas les chiffres, j'ai pas de statistiques, mais en tout cas c'est quelque chose de l'ordre de la valorisation. Monsieur Rensch, vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à ce thème de comment valoriser l'apprentissage, les apprentissages, pour que ça devienne une voie égalitaire, je dirais, par rapport à l'université, au moins égalitaire. On a parlé avant de la confiance des parents dans le système dual et dans les métiers qui des fois sont aussi à l'extérieur. Alors je vous suis vraiment avec tout ce que vous avez dit, c'était très important. En plus, je dirais, les parents souvent disent le jeune il doit faire le gymnase parce qu'il n'est pas encore mûr pour choisir un métier. Et ma réponse est normalement celle que je dis, il était déjà 9 ans à l'école, il n'a pas mûri. Quand il continue à consommer à l'école sans être actif, est-ce qu'il va mûrir dans les 3 ou 4 ans qui suivent? C'est une grande question. Puisqu'on reste toujours dans cette situation, on n'est pas responsable effectivement de soi, où il ne faut pas prendre de décision, il ne faut pas avoir vraiment, disons, quelque chose où on a dit A et maintenant on fait aussi B. Alors, on ne mûrit pas si on n'a pas de responsabilité. B, je leur dis, dans l'apprentissage, on a vraiment l'action. Et en agissant, en devant être responsable de ce qu'on fait, en avoir la possibilité d'être fier, comme on avait dit, de faire une satisfaction, un plaisir à un client, de voir ce qu'on a établi, je pense qu'on se trouve
dans son identité. Et même si à la fin on dit c'est pas mon métier, ce qui reste c'est l'école de vie. Ça reste toujours. Parce qu'on apprend aujourd'hui beaucoup de métiers qui n'existeront plus dans 10 ans. On discute trop du choix de métier et pas assez de ce qu'on profite en général quand on fait un apprentissage. Et chaque apprentissage, quel que soit le métier, peut amener un savoir-faire pour l'apprentissage suivant, même s'il n'est pas dans la même voie. Oui. Ça, c'est très important. Je vais même si loin, je ne sais pas si ça n'a pas été un peu comme ça aussi chez toi. Comme on fait plusieurs stages, finalement, ce n'est pas vraiment ce qui est décisif, le métal, le bois ou le plastique, c'est plutôt l'ambiance, la culture, la fierté des personnes qui sont dedans, qui travaillent pour quelque chose qui fait du sens. Dans le sport, c'est la même chose. Il y a des villages, des petits villages où on joue du volleyball parce qu'il y a quelqu'un qui est une phare, qui est un modèle, qui tire les autres, qui est un feu sacré. Et puis, ça, c'est un virus qui passe. Et tout le monde joue au volleyball. Dans l'autre village, c'est un sport complètement différent. Alors, c'est vraiment la passion et la culture qui est importante. Et quand on apprend après à être fier, à être motivé, à avoir du sens, à avoir des objectifs, à savoir y travailler, on a tellement appris pour la vie, pour ne pas discuter du métier, mais, ou de ne pas être encore assez mûr de choisir un métier. Ce que j'entends aussi, c'est que tout à l'heure, je parlais des parents qui peut-être poussaient les enfants sur l'université, mais les parents doivent surtout pousser à trouver ses passions. Donc c'est presque un travail depuis la petite enfance, finalement, des parents versus leurs enfants. Oui. Il y avait une question, je crois, mais... pardon. Je la prends après. C'est sur les formateurs, donc on y Très bien, après. allez-y. Mais juste, ce qui est important dans les médias aussi, malheureusement, il y a toujours ces mauvaises histoires où on parle d'abus de jeunes comme main-d'œuvre, bon marché, etc., etc. Et c'est pour ça, quand on a parlé avant de l'attractivité, de la promotion, oui, promotion dans le sens que vous avez dit, mais quand on vend quelque chose d'être bien, il faut aussi tenir un peu parole et dire, voilà, à l'interne, on est vraiment, on a cette culture d'accompagner, d'encadrer un jeune comme il faut et de lui donner des perspectives. Et c'est pour ça que, comme vous l'avez dit, les commissaires, c'est un bon instrument à soutenir les formateurs quand il y a des problèmes. On a maintenant Top Entreprise Formatrice où on a des coachs et des cours. Alors ça, c'est un peu sur mesure. Chacun trouve sa manière d'avoir un soutien puisque, comme toi, tu l'as dit aussi, des fois, il y a des moments qui sont durs. Et des fois, pour un petit moment, il faut un soutien. Mais il faut se relever et dire, si moi, j'arrête à former, j'aurai plus personne qui travaille pour moi avec la pénurie. Alors c'est abandonner, et abandonner, ce n'est pas une option, il faut se relever, trouver, chercher le soutien là où on l'a. On a vraiment chez vous, même les commissaires qu'on n'a pas en Suisse alémanique, c'est encore quelque chose de plus que vous avez en Suisse romande. Mais on commence maintenant avec l'ARFOR à faire aussi un peu plus de Top Entreprise Formatrice, où il y a aussi un soutien encore supplémentaire. Il y a une question, Manuela. Valoriser l'apprentissage, être fier de ce qu'on fait, que ce soit sur un chantier ou dans un bureau. Avant le choix de l'apprentissage, il y a les dernières années d'école. Est-ce qu'il ne faudrait pas convaincre aussi les profs pendant les dernières années scolaires à valoriser la filière de l'apprentissage? Monsieur Renge. Laurent Béglin, allez-y. Je pense qu'il y a déjà une part de valorisation de l'apprentissage dans le sens où les écoles mettent à disposition aux élèves une semaine ou 2 semaines pendant la période d'école et pas pendant la période de vacances. Ils laissent la possibilité d'aller faire des stages de découverte ou des stages en vue d'un apprentissage. Donc déjà, pour moi, à mes yeux, c'est une valorisation de l'apprentissage dans le sens où on laisse la possibilité à ces élèves d'aller découvrir ce que c'est le monde d'un apprentissage. Après, on a aussi des fois des parents qui poussent les enfants à faire une formation, à faire un apprentissage. De toute façon, toi, tu ne vas pas continuer l'école vu les notes que tu vas faire un apprentissage, et puis tu verras au bout de tes 3 ans si c'est le métier que tu veux continuer de faire ou pas. Et moi, je pose la question,
lors des premiers cours interentreprises, je rejoins mes collègues qui donnent les cours pour les premières années, que je ne donne pas, mais par contre j'ai un petit discours en entrée, en introduction. Déjà j'explique le site de Pestalozzi, qui est une école quand même. Il y a aussi le directeur adjoint qui vient expliquer le type de jeunes qu'il y a dans le cadre de cette école. Donc ça met un petit peu une idée de l'endroit où il se situe. Dites-nous peut-être 2 mots sur l'école Pestalozzi pour les gens qui seraient d'autres cantons, qui ne connaissent pas. Alors, c'est une école qui va accueillir des jeunes qui sont en rupture, soit en rupture sociale ou en rupture familiale. Donc, ils ont des foyers sur place. Certains enfants ne voient pas leurs parents du tout en dehors des vacances. Donc, ils sont en permanence au foyer. Il y a juste une période, les vacances scolaires ou comme ça. Ne taillez pas les arbres avec votre micro. Gardez-le près de votre bouche. Voilà, ils ont peut-être juste la période de vacances scolaires où ils retrouvent le cadre familial. Mais sinon, il y a des éducateurs, il y a du personnel qui suivent ces jeunes et qui leur donnent déjà un début de formation en vue après peut-être d'être pris dans un apprentissage ou dans un centre comme le COFOP ou le Repuy qui peut aider un petit peu des jeunes en rupture à trouver une formation et à suivre une formation. Donc le fait de donner ces formations aux futurs paysagistes dans cette école, ça a un sens. Oui, l'année passée, j'ai eu un jeune de l'école Pestalozzi qui est venu une journée, c'était la journée justement J'ose un métier, et il est venu dans mon entreprise, il est venu voir, il travaille déjà un tout petit peu dans le cadre de l'école Pestalozzi avec l'équipe jardin de l'école, donc il avait déjà une petite idée de ce que ça pouvait être, mais il a eu beaucoup de plaisir à venir une journée dans l'entreprise, à être aussi en dehors de ce cercle d'une école spécialisée. Donc là, pour lui, c'était il a les yeux grands ouverts et très intéressé, très intéressé. Il y avait une question ? Puisque vous évoquiez la formation, et M. Arletta l'évoquait aussi, il faut avoir la flamme pour former la relève. Cela dit, il y a une remarque, souvent il n'y a pas de reconnaissance ou pas assez de reconnaissance, elle n'est pas toujours acquise pour celui qui précisément a la flamme pour transmettre. Est-ce que le label Top Entreprise permet de rajouter une ligne à son CV comme reconnaissance, oui je suis un formateur, après bon ou pas c'est une autre histoire, mais en tout cas une reconnaissance plus formelle, c'est très pour donner envie finalement. Voilà, c'est très important parce que nous, on a fait un sondage national lors d'une étude où on a eu les réponses de 5000 formateurs, ce que sont leurs besoins, leurs défis. Tout secteur confondu. Tout secteur confondu, 800 en Suisse romande, 4000 en Suisse alémanique et les autres du Tessin. Alors partout, tous les métiers, toutes les structures d'entreprise. C'était la base pour un projet national au sein de l'initiative Formation professionnelle 2030. Son objectif était renforcement de la formation professionnelle en entreprise. Alors là, la valorisation du rôle du formateur professionnel était un souci principal de ces formateurs. Ils ont dit 75% n'avaient aucune minute supplémentaire à part de leur temps productif à former les jeunes. Alors cette décharge manque dans 75% des entreprises. Mais ce n'est pas seulement ça. À peu près 60% ont dit dans mon entreprise, la majorité du personnel ne sait même pas que mon rôle est formateur professionnel. Ou bien dans mon contrat et dans mon cahier de charges, il n'y a aucun mot sur la formation. Ou bien dans l'entretien semestriel ou annuel avec mon chef, mon supérieur, on ne parle pas de la formation. Quand on parle de la formation, c'est surtout quand il y a des ruptures, mais pas les choses positives, on n'en parle pas. Alors ça, c'est quelque chose à faire. Nous, on donne un certificat aussi aux formateurs, c'est-à-dire un label, c'est pour l'entreprise, mais le formateur, il reçoit un certificat de chaque cours qu'il a suivi. Et le résultat de ce projet formation professionnelle 2030, c'est maintenant un système qui est uniquement formation continue pour les formateurs et pour les supérieurs. Même, on a un cours pour les supérieurs. Comment est-ce que vous pouvez mieux valoriser vos formateurs? Alors, et avec ces cours, ils reçoivent des compétences personnelles et un diplôme personnel. Alors, ça ne va pas sur l'entreprise, ça va sur la personne.
La personne qui posait la question parlait beaucoup du secteur tertiaire, les banques, les assurances, les grosses fiduciaires, voire les administrations cantonales. Est-ce qu'il y a des secteurs où la reconnaissance est moins grande que d'autres? Oui, lors de notre étude, on a fait aussi la différenciation entre tous les métiers. C'était à l'aide de la HEFP à Renan d'ailleurs. C'était Nadia Mamra et Mathilde Wenger qui ont fait cette étude pour nous. Et c'est clair, disons, dans les métiers sociaux, dans les métiers, par exemple, informatiques, etc., on est un peu plus moderne. Tandis que dans les métiers traditionnels, c'est normal, on forme, et ça va de soi, qu'est-ce qu'on discute? Il faut faire, il ne faut pas discuter. Et souvent, c'est comme ça. Il y a cette tendance, mais même dans ces métiers, je vois qu'il y a beaucoup qui a changé les dernières 5-6 années. On est vraiment dans une évolution très positive. Et je peux vous dire, on a des super bonnes entreprises dans tous les métiers, partout en Suisse. Et ça dépend vraiment de la culture interne de chaque entreprise elle-même. Ou bien elle saisit la situation et elle réagit, ou bien elle le laisse. Laurent Bingley, vous vouliez ajouter quelque chose? Béglin, pardon. Je peux imaginer pour une personne qui est le formateur en entreprise, qui n'est pas forcément le patron, que ça peut être une certaine gratification d'avoir un certificat, d'avoir un document qui stipule qu'on a suivi des cours de formateur en entreprise. C'est le cas pour moi. J'ai suivi des cours d'ailleurs ici même à l'école des métiers. Très intéressant, avec différents corps de métiers et tout. C'était vraiment intéressant. Je ne l'ai pas suivi pour avoir un papier. Moi, je l'ai suivi pour avoir les compétences de former quelqu'un. Donc après, pour moi, le plaisir de former, c'est d'avoir mon apprenti qui a son CFC. D'avoir mon apprenti qui a son sourire, qui a le sourire quand il vient en entreprise le matin. Rien que ça, de voir qu'il est content d'arriver pour apprendre des choses. Et pour moi, il n'y a pas plus belle gratification. C'est vrai, mais vous êtes dans une toute petite entreprise et vous êtes le formateur, vous êtes le patron. Donc c'est plus facile, vous pouvez vous auto-congratuler tout seul. Dans une grande entreprise, on peut imaginer que le formateur ou la formatrice, j'ai assez été peu épicène aujourd'hui, mais quand on parle de formateur, on parle évidemment des formatrices, que peut-être il n'est pas reconnu dans une grande entreprise, comme vous le disiez, sur le CV, mais sur les évaluations. Au final, quand on forme quelqu'un, qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche à avoir une satisfaction personnelle, de se dire oh, je suis un très bon formateur, ou d'avoir le plaisir d'avoir un apprenti qui a réussi? Et c'est peut-être là qu'il faut se poser la question, si on veut devenir formateur, pourquoi est-ce qu'on veut le devenir? Est-ce qu'on a envie d'accumuler les certificats au-dessus de son bureau, ou est-ce qu'on a envie d'avoir des jeunes qui ont le smile parce qu'ils ont eu leur CFC, parce qu'ils ont réussi à rentrer dans la vie professionnelle active, peut-être grâce à nous, parce qu'on a pu les stimuler, on a pu leur donner envie de continuer, de persévérer. Mais pour moi, le bonheur d'aller aux promotions, puis de voir tous les apprentis qui sont passés aux cours pratiques, venir vers moi en remerciant pour les cours qu'on a pu donner. Grâce à ces cours, ils ont pu progresser et puis atteindre leur objectif d'avoir ce CFC. Mais pour moi, je n'ai pas besoin d'avoir des certificats qui s'accumulent au-dessus de mon bureau. D'avoir leur sourire, pour moi, c'est ça. Ça montre une certaine réussite. C'est le label suprême, le sourire. Ça montre que on a bien fait notre job. Mais pour ça, je n'ai pas besoin d'avoir 15 000 papiers qui sont cadrés pour le dire, quoi. Lionel Arletta, pour finir sur ce point, dans vos métiers ou dans les métiers que représente l'école de construction, vous avez ce genre de réflexion de gens qui voudraient être un peu plus valorisés? Aussi pour passer peut-être d'une entreprise à une autre, on peut se vendre comme bon employé, mais aussi comme bon formateur. Vous avez entendu ça, une insatisfaction ou une non-valorisation? Alors, pas une insatisfaction ni une non-valorisation, mais des questionnements, effectivement, qui peuvent arriver en disant, mais certains pourraient se dire, mais qu'est-ce que ça m'amène de plus d'être formateur en entreprise? Alors, on entend bien le côté,
sympathique et effectivement toujours émotionnel de voir arriver son apprenti au bout et de pouvoir lui serrer la main en disant bravo, tu as réussi, on a réussi ensemble, on y est arrivé. Maintenant, toute cette reconnaissance, elle dépend des entreprises. Les entreprises ont pléthore de choix à mettre en place. Ça peut être des entreprises qui effectivement vont faire une revalorisation salariale, hein, certaines le font, en disant parce que tu es formateur, il y a X francs qui sont donnés par mois sur le salaire. Certaines autres entreprises vont accorder peut-être des congés supplémentaires aux personnes qui s'occupent des apprentis, et d'autres ont tout un système interne qui permet de valoriser le formateur, et bien simplement au niveau d'un intranet où régulièrement il y a des informations qui disent le formateur et son apprenti ont réussi telle et telle chose, le formateur et son apprenti vont vous démontrer qu'ils ont fait telle et telle activité au sein de l'entreprise, et des fois ça fait des fois même plus de bien que 50 francs sur le salaire à la fin du mois, cette reconnaissance au sein de l'entreprise de ce statut de formateur qui est hyper important. Peut-être plus que le salaire, ça pourrait être aussi le temps, c'est-à-dire pas seulement des congés, mais donner 2 heures par jour liées à la formation. Alors effectivement, dans certaines entreprises, ça se fait en disant, voilà, le cahier des charges du formateur ou de la formatrice, il y a 10% de son temps de travail qui est accordé pour la gestion. Mais encore faut-il que la structure permette ce genre de choses. C'est clair. Et c'est vrai que si on ne peut pas donner ce temps, en passant des fois simplement par une reconnaissance visible au sein de l'entreprise, les gens ont une satisfaction par rapport à ce genre de choses. Peut-être un dernier mot, après on va passer au dernier chapitre parce que le temps avance. Oui, on est tous d'accord. La majorité des formateurs sont des passionnés. Et la plus grande déception pour un passionné, si on ne voit pas qu'il donne tout pour le jeune, pour la formation et pour l'entreprise. Alors un merci, c'est la première motivation. Le papier, surtout dans les grandes structures, il peut avoir une importance, mais le merci, il ne cherche pas le salaire. C'est aussi un résultat de notre étude. Il y a moins de 20% qui disent « moi j'aimerais être mieux rémunéré ». La majorité aimerait un merci et que tout le monde sache, si je parle avec le jeune, c'est pour le bien-être aussi de notre culture et de notre entreprise et pas parce que j'aime bavarder avec quelqu'un au lieu de bosser. Des fois, il y a même ces discussions-là. Ouais.